d'investissement, il faut connaître son profil d'investisseur, son degré de risque, ses compétences, ses valeurs, ce qu'on aime faire ou non. La vidéo d'aujourd'hui aura comme thème quel type d'investisseur immobilier es-tu? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Investir en immobilier. Mon nom est Kessie et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui encore. Je suis investisseuse en immobilier au Canada et plus précisément au Québec. Cette chaîne va t'apporter du contenu authentique et éprouvé sur l'investissement en immobilier. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Cela te permettra d'être avisé en primeur des capsules d'information que je publierai et qui pourront t'outiller pour aller de l'avant avec l'investissement immobilier. La vidéo d'aujourd'hui sera chargée en contenu car j'aimerais te donner le maximum d'informations pour t'aider à découvrir quelle est ta tendance comme investisseur. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas découvrir une pensée du jour qui j'espère va pouvoir te booster un peu. Patrimonial ou cash flow? Pour commencer, on analysera le profil d'investisseur selon que tu cherches à acquérir du patrimonial ou du cash flow. L'investisseur patrimonial aura tendance à acheter une maison, un petitplex, un duplex, un triplex ou un condominium pour y vivre ou mettre en location. Son choix va porter souvent sur un bien neuf ou en bon état qui nécessite peu de rénovation. Il veut y vivre avec sa famille ou alors le mettre en location sans trop de tracas. Il a une vision à long terme et il préférera donc investir dans des centres urbains où les prix de l'immobilier grimpent assez rapidement, ce qui va permettre à sa propriété de prendre beaucoup de valeur et de dégager de l'équité. L'investisseur avec un profil cash flow quant à lui va acheter un bien dans le but principal de faire du profit. Il investira dans des propriétés à rénover ou ayant des possibilités d'optimisation de revenus ou de réduction de dépenses. Sa vision est plus court-termiste. Pour trouver des biens générant des flux de trésorerie positifs, il sera prêt à s'éloigner en première ou en deuxième couronne des grandes villes. Résidentiel ou commercial? Comme je te l'avais expliqué dans une précédente vidéo, les immeubles commerciaux ont la vie dure en temps de crise. On le voit encore aujourd'hui avec la crise sanitaire liée au coronavirus, durant laquelle les centres commerciaux se sont littéralement vidés de leurs clients. Toutefois, tout comme les immeubles résidentiels, les immeubles commerciaux gardent encore certains avantages et l'un comme l'autre peut être un bon investissement selon ton profil d'investisseur. On commencera par les avantages du résidentiel. Étant un bien essentiel, l'immeuble résidentiel est plus facile à louer car il y aura toujours une demande pour ça. Il n'est pas à la merci des fluctuations économiques. Le bassin d'acheteurs capable de se procurer un immeuble résidentiel est également plus large car son financement est plus accessible. Certains prêts assurés avec la SCHL peuvent aller jusqu'à 95% de financement. Un autre avantage majeur est la réglementation entourant les résidentiels qui est plus facile à comprendre. Elle ne demande pas nécessairement de consulter un avocat. Par opposition à tout cela, le commercial a un risque d'inoccupation plus élevé. Le financement dans le commercial est plus bas et varie en fonction du type de risque que représentent les commerces qui sont présents. Non seulement le taux d'intérêt est plus élevé, mais aussi les frais. La durée d'amortissement est réduite, généralement de 15 ans. Tout ceci fait en sorte qu'il faut y injecter beaucoup de liquidités. En ce qui concerne les avantages de l'immeuble commercial, les locataires commerciaux ne payent pas que leur loyer, mais aussi tous travaux d'aménagement et de rénovation relatifs à leur commerce. Dans les baux triple nets, par exemple, la seule dépense qui reste à la charge du propriétaire est l'hypothèque. Les assurances, l'électricité et toute autre dépense courante sont payées par chaque commerce. Nous avons également un autre avantage du commercial qui est le fait que les locataires y restent généralement 2 à 5 ans. Les baux ne sont pas réglementés par la régie du logement mais plutôt par le code civil, ce qui permet de leur donner une certaine flexibilité. Faire affaire au commercial implique de faire du B2B, business to business. Les locataires sont donc plus conscients des enjeux reliés à l'investissement et sont plus autonomes.
Certes, le financement est difficilement accessible à travers les banques, donc les méthodes traditionnelles, mais dans ce type de transaction, on retrouve beaucoup plus les balances de vente que dans du résidentiel. L'hypothèque est également payée plus rapidement vu la courte durée d'amortissement. Si tu es un investisseur débutant, tu gagnerais probablement à te faire la main dans le résidentiel avant de passer au commercial, à moins d'avoir une incroyable opportunité d'affaires. Il y a également la possibilité d'avoir un mix des deux, c'est-à-dire avoir un immeuble avec des commerces au rez-de-chaussée et des logements au niveau supérieur. Flip ou multilogement. Nous avions abordé ce thème dans la vidéo « Les 5 autres bonnes raisons pour lesquelles tu devrais investir en immobilier ». Si tu ne l'as pas encore regardé, je te laisserai un lien dans la barre de description au-dessous de cette vidéo. Nous reviendrons donc là-dessus pour distinguer l'investisseur de type flipper de l'investisseur de type buy and hold, qui est un anglicisme d'achat-détention. Alors, dans le cas du flip, l'investisseur achète un bien généralement avec l'intention de le rénover ou de l'optimiser et de le revendre par la suite afin d'en dégager un maximum de profit et de réaliser le tout dans un minimum de temps. Traditionnellement, le flip le plus connu est celui de l'achat-revente d'une maison ou d'un condo. Mais il existe plusieurs autres types de flips, comme les flips de multilogement, les divisions de terrain, les flips d'offres d'achat ou la conversion en condo. On y reviendra au cours d'une future vidéo. Dans le cas du multilogement, l'investisseur achète un bien, l'optimise ou pas, l'entretient pour maintenir sa bonne qualité et après plusieurs années, le revend ou le transmet à ses héritiers. Le flip et le multilogement ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Le flip permet de dégager rapidement du cash flow. Une personne qui gagne par exemple 50 000 $ par an pourra laisser son emploi pour en vivre en faisant 2 flips par an qui lui rapporteraient chacun 25 000 $ de profit. C'est la stratégie la plus accessible pour un investisseur débutant et qui souhaite vivre de l'immobilier. Le désavantage du flip est qu'il mobilise beaucoup de temps et d'énergie. Le flipper doit faire de la gestion de risques et de travaux, ce qui requiert qu'il soit souvent sur le chantier. Pour le faire de façon professionnelle, il te faudra également certains permis. Le processus est un éternel recommencement et donc si tu ne fais pas de flip, tu n'as pas de revenus. Le multilogement, pour sa part, permet de s'enrichir à long terme grâce au triple effet comme vu dans une précédente vidéo. Le multilogement a également ce pouvoir de mettre à ta disposition des liquidités grâce au refinancement. Un désavantage du multi est que ça prend beaucoup de portes pour vivre du multilogement. D'où l'importance, que ce soit pour le flip ou le multilogement, d'avoir une bonne stratégie d'optimisation et surtout de réaliser son profit à l'achat. Partenariat actif ou passif. Un adage dit « seul on va loin mais ensemble on va vite ». Beaucoup d'investisseurs redoutent le partenariat parce qu'ils pensent que cela est trop compliqué ou alors que ça requiert beaucoup d'argent ou de connaissances. Ce qui est pourtant le contraire car le but du partenariat est d'unir les forces de chacun et de combler les lacunes. Les partenaires se complètent. Ils peuvent ainsi multiplier leurs acquisitions et acquérir des parcs immobiliers beaucoup plus importants. Il existe d'innombrables moyens de faire du partenariat en immobilier. La forme la plus connue et la plus recommandée est de se constituer en société par action avec une convention d'actionnaires à l'appui. Mais il existe également d'autres méthodes comme les fiducies, les sociétés de personnes et bien d'autres. Nous n'entrerons pas dans la complexité légale, mais dans toutes ces formes de partenariat, il est très important de préciser les rôles et les parts de chaque actionnaire. Les partenariats sont souvent désignés comme passifs ou actifs. Le partenaire passif investira majoritairement de son temps ou de ses connaissances et sera donc moins présent sur le terrain que le partenaire actif. Nous pourrons revenir plus en détail sur quelques façons d'établir des partenariats en immobilier, mais une chose que tu dois retenir est qu'un contrat de prêt est souvent nécessaire si les montants en jeu sont supérieurs à 1 500 $. Tu dois également faire attention à ta façon de solliciter des investisseurs/partenaires car l'appel public à l'épargne est un acte encadré par l'autorité des marchés financiers. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo.
Nous n'avons peut-être pas survolé tous les types d'investisseurs, mais j'aimerais te laisser une pratique aujourd'hui. Je t'invite à faire une analyse introspective et en utilisant les remarques venant de tes proches, de ton entourage, tu pourras mieux relever quelques-unes de tes forces, de tes faiblesses ou de tes préférences en matière d'investissement en immobilier. Tu peux me laisser en commentaire quel type d'investisseur tu penses être. Cela me fera très plaisir de te lire. Aujourd'hui, je te laisserai méditer sur ce proverbe africain qui dit « Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Si tu as aimé cette vidéo, je te prie de laisser un pouce en haut car YouTube référencera ainsi ce contenu à d'autres personnes. Et surtout, partage autour de toi afin que d'autres puissent en bénéficier et qu'ensemble, on puisse réussir nos investissements en immobilier.